Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rajoute cette courte vidéo pour préciser quelques points, ajouter quelques informations qui étaient passées à travers la passoire. Tout d'abord, je vous ai parlé de pailler, donc je ne vais pas changer d'avis, ça reste toujours la bonne idée pour moi. Surtout, si vous paillez, assurez-vous que le sol est humide. Je l'ai peut-être dit, mais je préfère le redire parce que je me souviens de quelqu'un chez qui je faisais une formation et qui avait appliqué à la lettre les principes de la butte de permaculture. Mais dans ce qu'elle avait lu, cette femme, en fait, elle n'avait pas lu ou n'avait pas vu qu'il fallait pas faire ça sur un sol sec. En fait, elle se tenait que ça ne poussait pas, qu'il fallait arroser beaucoup, mais que ça donnait pas forcément grand-chose. Tout simplement parce que le capital d'humidité qu'il y avait dans le sol sous la butte qui était elle-même paillée n'était pas suffisant au départ. Donc en fait, elle a galéré pendant toute la saison, surtout que c'était un sol déjà qui était séchant, pour arriver à obtenir quelque chose. Donc c'est important que dès le départ, vous commenciez à pailler sur un sol humide. Si jamais, mais ça m'étonnera cette saison, ce n'était pas le cas, dans ce cas-là, je vous invite, oui, même à cette saison, à arroser votre sol avant de pailler. Parce qu'en fait, l'eau, c'est ce qui conditionne toute la vie qu'il y a dans le sol. Si le sol n'est pas réveillé par l'humidité qu'il y a dedans et la chaleur, ben tous les processus qu'il y a dedans, toutes les bestioles qui vivent dedans, les champignons, etc., ne vont pas pouvoir se développer. Et donc ne pas faire l'action qu'ils doivent faire dans le sol pour pouvoir contribuer à leur manière aux plantes. Un autre point, c'est sur les sources de paillage. Donc j'insiste bien là-dessus, sauf si vous avez un grand jardin et beaucoup de prairies ou beaucoup de tailles, etc., beaucoup de feuilles mortes. C'est pas forcément évident. Donc je vous avais parlé de l'idée de demander à votre voisinage, aux personnes que vous connaissez. Il y a aussi autre chose, c'est les paysagistes ou les gens qui entretiennent les jardiniers, qui entretiennent les espaces vers les jardins et parfois même les personnes qui travaillent dans la municipalité ou pour des collectivités. Ça vaut le coup de leur demander de, simplement courtoisement on va dire, de vous fournir de la matière organique, donc de la taille, de la tonte, etc. Tout simplement, j'ai bossé chez plusieurs paysagistes. Il y en avait un qui stockait tous ses déchets verts, donc étaient ramenés par les différents camions en fin de journée, dans un immense tas qu'il avait dans son dépôt. Et une fois par an, il faisait venir quelqu'un qui broyait tout, en fait, avec une immense machine qui broyait tout. Donc très bien, lui, finalement, il était autonome. En plus, il valorisait tout ça en paillage et en compost, etc. J'ai travaillé chez un autre paysagiste qui, lui, n'avait pas de dépôt. Et il était obligé, il ne pouvait pas faire autrement, obligé d'emmener tout ça à la déchetterie. Mais lui, en tant que professionnel, il devait payer à la tonne qu'il déposait. Donc imaginez si vous avez besoin de volume et qu'un paysagiste, lui, ça lui coûte de se débarrasser du volume, il a tout intérêt à vous donner un petit coup de main, vous apportant du paillage sur le retour de son chantier, ou s'il habite pas loin de chez vous, tout simplement, ce sera plus économique. Ou tout simplement, vous pouvez peut-être faire un petit tour chez lui, voir si c'est possible. Il y a des jardiniers qui sont à leur compte aussi, qui sont très heureux, ils sont certainement très heureux de vous donner du paillage, de ce qui peut vous servir comme paillage. Par rapport à ce paillage aussi, ne mettez pas des herbes en graines, tout simplement parce que vous allez les retrouver dans votre potager à un moment ou à un autre, surtout au printemps, là, quand votre paillage s'est bien décomposé pendant l'hiver, ça va exploser. Alors c'est toujours gérable, on peut toujours repailler dessus, mais évitez de mettre des graines, des herbes qui ont des graines. Et il y a quelqu'un qui a suivi cette formation qui m'a dit: est-ce que je peux mettre du foin? Alors je lui dis non, surtout pas, éviter, tout simplement parce que le foin il est récolté au moment où il est plein de graines, c'est après la floraison des graminées, donc c'est quand il y a des graminées, enfin en général c'est essentiellement des graminées, et c'est le moment où il commence à faire des graines. Et donc si vous mettez votre foin en paillage, comme je dis, dès qu'il commencera à se décomposer, vous allez avoir une éclosion, voire une explosion de poussée dans un paillage bien humide, et ça poussera même dans un paillage de graminées, vous allez avoir une mini pelouse. Alors que je me dis, c'est toujours gérable, c'est pas une catastrophe en soi, mais il faudrait repailler en permanence. Et quand vous écarterez votre paillage pour pouvoir planter ou semer quelque chose, là aussi il y aura des graines, et donc vous allez t'enquiquiner par ça.
Une chose aussi, pour être honnête, c'est que justement, la première année, la deuxième année, quand vous allez écarter votre paillage pour faire vos plantations, il y a des graines dans le sol. Il y a même des graines qui peuvent vivre des dizaines d'années dans le sol. Donc à chaque fois que vous écartez le paillage pour faire pousser des choses, vous allez être confronté à une poussée de graines qui viennent du sol. Alors c'est assez facile à gérer. Il y a des plantes, vous pouvez ramener le paillage jusqu'au pied. D'autres, il vaut mieux éviter, comme les tomates, les courgettes, etc. pour éviter que ça fasse des moisissures, des maladies cryptogamiques. Mais un petit gratouillage au niveau du sol, c'est bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la pratique du faux semis. Alors c'est très utilisé en agriculture biologique, c'est très utilisé pour ceux qui font du maraîchage. Il s'agit tout simplement de préparer le sol comme si vous alliez semer, planter. C'est-à-dire que vous écartez, vous travaillez un peu le sol et vous arrosez. Et là, il va pousser plein de choses, plein de graines. Et des choses naturelles, évidemment. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous, au bout de quelques jours, une fois que ça a poussé, vous binez, vous grattez, vous enlevez tout ça. Et là, maintenant, vous pouvez semer. Et toutes les graines qui étaient à la surface du sol, prêtes à pousser, eh bien, elles ont déjà poussé et ne vont plus vous enquiquiner une fois que vous aurez, vous, semé ou planté ce que vous avez à planter. Voilà. Donc ça, c'est un point important. J'ai pas assez parlé de l'arrosage. Je vous ai dit de la fréquence des arrosages qu'il fallait cibler sur les plants, etc. Très souvent, l'arrosage du jardinier, je vais dire encore trop souvent, c'est l'arrosage par aspersion. C'est-à-dire qu'on va faire le tourniquet, le balayage, etc. Sachez que c'est le pire des types d'arrosage, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a énormément d'évaporation quand vous arrosez comme ça. C'est-à-dire que là, on peut perdre, selon les jours, selon le moment où vous allez arroser dans la journée, etc., vous pouvez perdre 20, 30, 40, 50%, voire plus d'eau que vous mettez sur votre terrain qui va partir en évaporation et qui ne va pas profiter ni au sol ni aux plantes. C'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je vous invite à... Alors, non seulement c'est vrai sur un sol, mais c'est pire encore sur un paillage. Parce qu'il faut vraiment une grande quantité d'eau pour que ça traverse le paillage. Autant ça sert de manteau qui protège pour éviter l'évaporation de l'eau du sol, que ça, en fait, ça empêche l'eau de pénétrer dedans. Si vous avez 2-3 mm d'eau qui tombe, ce qui peut être profitable pour un sol nu, où vous avez des plantes qui vont en profiter plus facilement, ça ne traversera jamais votre paillage. Donc c'est dommage. C'est pour ça, posez votre paillage sur un sol humide, et quand vous arrosez, ciblez les plantes que vous voulez arroser. Ça évitera une perte d'eau. Alors l'eau, parfois vous l'avez peut-être en quantité suffisamment importante, ou pas avoir à la payer, et donc c'est un sujet secondaire. Mais admettons que vous arrosiez sur l'eau de service, ben, c'est un peu dommage de payer des mètres cubes d'eau pour ça. Et même d'un point de vue purement écologique, c'est intéressant de faire gaffe à la consommation d'eau. Par rapport au paillage, je vous ai dit, c'est bien de mélanger les types de paillage, c'est bien d'avoir des paillages plus ou moins fins, plus ou moins grossiers. Oui, c'est très bien. Surtout que si vous mettez qu'un paillage très fin, comme on peut en trouver dans le commerce, je pense à la paille de lin et la paille de chanvre, vous risquez d'avoir des oiseaux, et je pense tout particulièrement au merle qui est un champion de la gratouille, de vous envoyer votre paillage partout. Donc si vous avez fait des jolies zones bien délimitées et que vous retrouvez du paillage partout sur votre pelouse autour, ça va vous fatiguer, pour parler poliment. Donc je vous invite à mettre des paillages un peu plus grossiers à travers, parfois des longues tiges, etc. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux d'un point de vue esthétique aussi. Je vous invite à mélanger la grosseur des types de paillage pour justement contrer cet effet éparpillage. Ou éparpillement, je ne sais pas comment on dit, mais enfin ça évitera de l'éparpiller, vous avez bien compris. Donc les merles sont assez enquiquinants de ce côté-là. Les hérissons aussi vont aller gratter dans le paillage, comme je vous ai dit, mais ça va être très localisé à un endroit ou deux, et c'est très vite remis à sa place, et ça fait partie du jeu. Ils vont chercher les limaces, vous n'allez pas vous en plaindre. Ne soyez pas étonnés aussi si vous voyez des champignons apparaître dans votre paillage. Tout ce qui est matière végétale en décomposition attire des champignons. Et bien vous pouvez avoir des champignons. Ce n'est pas un problème. Les champignons ne vont pas aller attaquer vos légumes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les laisser pousser. Peut-être que vous aurez la chance d'en avoir des comestibles à travers. Moi, j'ai jamais tenté le truc. Je ne suis pas assez bon en reconnaissance des champignons. Les reconnaissances des plantes sauvages, ça va. Mais les champignons, comme les plantes sauvages, on ne prend pas de risque. C'est-à-dire, si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne le mangez pas. Hein. Ok, ça c'est vu, ça c'est vu. Aussi, autre chose, c'est que quand on est dans un jardinage écologique, on évite de marcher sur le sol.
le sol qu'on cultive, tout simplement. Alors la raison est toute simple, c'est que plus vous tassez le sol, plus vous allez limiter la vie qu'il y a dedans. Donc on va dire l'idéal, c'est d'avoir un sol sur lequel on ne marche jamais. Alors bien sûr, pour aller cultiver, pour aller récolter, on a besoin de s'approcher des légumes. Alors la parade pour ça, c'est de faire un design de potager. Alors c'est pas absolument obligatoire, on peut avoir de super récoltes et d'un super potager sans ça, mais c'est un petit plus. Donc on peut faire son design de potager, son plan, en prenant en compte cet élément. C'est-à-dire que dans ce cas-là, quand vous allez faire des bandes, des massifs potagers, etc., vous n'allez pas dépasser une largeur de 1 mètre. C'est-à-dire que vous pouvez y accéder d'un côté ou de l'autre. Alors soit vous faites des allées dans votre potager que vous avez déjà, soit, alors moi ce que je faisais dans notre potager, c'était des bandes de pelouse. En fait, c'était de la pelouse et des massifs qui étaient au milieu de la pelouse, hein, différentes formes que j'ai déjà pu vous dire. Et en fait, quand j'étais sur la pelouse, je pouvais accéder jusqu'au milieu de la bande ou de la forme. Et quand je faisais tout le tour de la forme, j'avais toujours accès jusqu'au milieu de la bande ou de la forme. Pour pouvoir, sans avoir à marcher dessus, c'est-à-dire que j'avançais avec mes mains quand même, d'accord, je pouvais utiliser un petit outil pour aller un petit peu plus loin, mais j'ai pas besoin de mettre mes pieds dessus, parce que bon, voilà, on pèse en général quelques dizaines de kilos, chaque passage est un tassement du sol, est une limitation de la vie qu'il peut y avoir dans le sol, et donc de la fertilité potentielle du sol. Après, il y en a qui font ça très bien. Enfin, les maraîchers, ils ne font pas des allées de pelouse au milieu de leur truc. Ils travaillent leur bande, ils ont une allée au milieu. Voilà, ils savent que c'est l'allée sur laquelle ils vont marcher. Et leur bande, eh ben, ils vont cultiver dessus. Voilà. Une dernière chose, c'est par rapport à la fertilisation. Et quand je dis fertilisation, je ne dis pas amendement. Amendement, c'est quand on améliore la structure du sol en rajoutant de la matière organique de manière générale. Ça va être fumier, compost, etc. Vous allez apporter quelque chose qui va enrichir le sol à long terme, qui va libérer ces nutriments, oligo-éléments, minéraux, etc. petit à petit, pour se faire minéraliser, pour être disponible aux végétaux. Quand vous jardinez à la belle saison, on va dire, vous allez peut-être mettre les plantes les unes après les autres, ou peut-être qu'au bout d'un moment, votre plante va avoir un peu épuisé ce qu'elle peut attraper avec ses racines, donc ça va lui donner un petit coup de mou, elle va moins produire. Le classique, c'est la courgette qui va produire pendant plusieurs semaines, et puis paf, après, elle va, tiens, ça me fait penser à un autre point, paf, elle va faire un creux dans sa production, voire arrêter. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas compter que sur les réserves qu'il y a dans le sol, mais faire de la fertilisation. Alors quand on dit fertilisation, c'est apporter quelque chose, ce qu'on appelle un engrais, voilà. Un engrais ponctuellement qui apporte les substances dont la plante a besoin, elles sont immédiatement assimilables. Alors le classique, c'est les engrais NPK, azote, phosphore, potassium, qu'on va trouver en différents mélanges, en fonction des légumes, en fonction des plantes qu'on a. Et on les trouve un peu partout, c'est souvent sous forme liquide, ou sous forme de bâtonnet, ou sous forme de granulés. Bien. Eh bien, écoutez, vous pouvez faire cette fertilisation naturellement. Vous n'avez pas besoin d'acheter des choses. Vous pouvez le faire évidemment, il n'y a pas de problème. Souvent c'est chimique et c'est pas forcément la chose la plus naturelle qui soit. Donc vous avez des possibilités. Vous avez la possibilité de faire des purins. Alors purin d'ortie c'est connu. Moi je préfère le purin de consoude, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace. Après il faut reconnaître la plante, il faut l'utiliser, il faut la mettre en œuvre, hein, il faut hacher, mettre dans l'eau, laisser fermenter pendant 2-3 jours, filtrer. C'est efficace, c'est même très efficace. Le seul inconvénient, moi je trouve que c'est tout particulièrement malodorant, surtout l'ortie. La consoude c'est beaucoup mieux. Et vous diluez ça à 1 litre de purin dans 10 litres d'eau et vous faites ça tous les 15 jours sur les plantes qui en ont besoin. Donc ça peut être intégré à un arrosage, voilà, un des arrosages va être comme ça. Juste une fertilisation avec l'eau qui va nourrir les légumes. Autre chose, et ça j'en parle dans une des vidéos qui est sur ma chaîne, vous pouvez utiliser l'urine. Alors là on est au niveau du curseur où tout le monde n'est pas d'accord pour utiliser ça. Déjà le purin parfois ça fait un peu peur. Voilà. En fait l'urine humaine, ou pas forcément qu'humaine en fait, est un excellent engrais. Vraiment c'est très bon. Et en plus vous n'allez pas, n'aspergez pas ça sur les feuilles de vos légumes que vous allez manger ou sur les feuilles les fruits et tous les légumes que vous allez manger, évidemment. Mais à raison d'une dilution de 1 litre pour 20 litres, 1 litre d'urine pour 20 litres d'eau, vous avez un excellent engrais. Point. Alors voilà, on va dire c'est le circuit court par excellence, on ne peut pas faire beaucoup plus court.
Donc vous pouvez faire ça avec un arrosage au pied du légume. N'arrosez pas les légumes racines avec, évidemment, puisque vous ne voulez pas qu'il y ait de l'urine humaine dessus. C'est une possibilité. Il y a plein d'autres solutions. À vous d'aller voir à droite à gauche ce qui se fait. Vous trouverez facilement sur internet, YouTube, etc. sur comment on fait ses propres purins. Il y a d'autres purins qui existent de plantes qui ont d'autres fonctions que fertiliser. Par exemple, défendre les plantes contre des agressions. Ça peut être très intéressant d'aller explorer tout ça. Ça peut être utilisé en préventif ou en curatif. Alors voilà, j'ai fait le tour des points que je voulais rajouter à cette vidéo. Ça fait quand même un quart d'heure en plus. Eh bien écoutez, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, mais n'hésitez surtout pas. Ça fait partie du jeu. Et écoutez, à vous de jouer. Surtout, bon, j'ai cru comprendre que pour ceux et celles d'entre vous qui êtes en France, vous allez avoir un petit peu plus de temps vu le confinement pour vous y mettre. Bon, écoutez, bon jardinage, profitez bien de cet extérieur, faites-vous du bien. À bientôt.